Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ma Télé à moi. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une amie et une collègue puisqu'elle est journaliste à la rédaction de l'information de Canal Algérie, mais elle est surtout là parce qu'elle est cinéaste et une cinéaste qui fait beaucoup parler d'elle, notamment ces derniers temps grâce à son film Ila Akhir Az-Zaman, jusqu'à la fin des temps. Yasmine Chouir, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, bienvenue. Merci. Ça va? Très très bien, très bien. En plus, je suis invitée par toi sur ton plateau, donc je ne peux aller que bien. Je vais faire exception, je vais te faire de la promo ce soir. C'est vrai? Ouais, je le fais rarement, mais pour toi, je le ferai. Et je vais le faire parce que on va commencer par ton actualité. Ouais. J'ai parlé de ton film. On va en parler sommairement dans le début, on reviendra après. Donc, ton film a été retenu pour les Oscars. Ça t'a fait quoi d'apprendre une telle nouvelle? Bah, je suis encore émue par la nouvelle. C'est vrai que imaginer faire un film, c'est exceptionnel. Et puis après que le film sorte, qu'il puisse être vu par le public, un public algérien au départ, et puis essayer de faire des festivals, que ce soit algériens ou internationaux, tout ça, c'est que du positif, on va dire ça comme ça. Et après que c'est un comité indépendant qui est habilité par l'Académie des Oscars pour choisir le film du pays, et notamment l'Algérie, pour être en lice pour la compétition du meilleur film en langue étrangère. Donc vous imaginez que on n'imagine même pas y arriver. Donc bon, c'est certes beaucoup de joie, beaucoup de fierté, mais aussi une lourde responsabilité, hein, se savoir comme ça représenter tout un pays. Tu en es consciente? C'est bon, voilà, la pression, voilà. Je te fous une pression supplémentaire. Non, mais bien sûr qu'il y a une responsabilité. Enfin, j'espère quand même être digne avec ce film de cette responsabilité qui est offerte au film de représenter l'Algérie. Il y a 84 films qui sont en compétition venus de 84 pays. Ouais. Donc il y a de grands cinéastes. Et moi, c'est mon premier film. Et l'Algérie ne produit pas beaucoup de films. Et puis cette année, il y a eu quand même de jolis films algériens aussi. Notamment celui de Karim Moussaoui et tout. Donc, franchement, oui, mais on n'y pense pas vraiment. On se dit que... Voilà, on essaie de ne pas se mettre trop de pression. Savoure ta joie d'abord, après on verra. Moi, je te mentirai pas, je me suis dit, elle va peut-être décliner mon invitation. Maintenant, c'est les Oscars, c'est Los Angeles, c'est les stars et tout. Non, mais j'avais un hélico qui allait atterrir. non, tu gardes les pieds sur terre et c'est important, non? C'est important de garder les pieds sur terre. Qu'il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages ou dans les étoiles. Et comme ça, je pense que c'est comme... Parce quand on fait du cinéma ou quand on fait des films, c'est vrai que là, on imagine Los Angeles, les Oscars et tout, on imagine le tapis rouge. Mais pour arriver à ce résultat-là, il faut travailler. Donc, quand on est conscient que notre métier, c'est du travail avant tout, c'est de l'écriture, c'est de la réalisation, c'est une équipe technique et tout. Donc, à ce moment-là, non, je pense que... non, je pense qu'on garde quand même les pieds sur terre parce que, comme vous parlez de pression, c'est pour le film à venir, Inch'Allah. Je te connais assez, je sais que tu es très, 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 très modeste. Il n'y a pas de souci pour ça. Oh, alors, je fais semblant. Alors, on va commencer sans plus tarder par attaquer ton programme. Et tu m'avais dit que tu voulais commencer par un truc sympa. Oui. Et tu as choisi une chanson que tout le monde adore et qui nous replonge un peu dans les belles années qu'on a connues dans notre jeunesse, à savoir Serwel Loubia de Hamidou. C'est parti. نتمشى على حالي كنت ضارب سروالة الشاشية وعالراقية الشيخ بابا خلالي الناس تخزر فيا كاين اللي ضحكوا عليا قلت لهم ديروا بحالي
هاك اصبر كامل بيه صرني عليك اللويس انت قدرك عالي واللوبيا ديالي انايا ماشي انت شريتولي سروال لالا كان داير حالة روح سخسي ناس بكري واللوبيا ديالي انايا ماشي انت شرتولي سروال لالا كانت لا موضة وراهي رايحة تولي عند الشيخ باباك بس وخرج تمشي راك عارف واش دير راك عارف راك كبير ما يخفالك حتى شي قولهم راني عايش وبركة وانا مطوايش انا ماشي طوايشي هاك خصبر كامل بيه صرمي عليك اللويس انت قدرك عالي واللوبيا ديالي انايا ماشي انت جريتولي سروال لالا كان داير حالة سقسي ناس بكري سروال اللوبيا ديالي انايا ماشي انت جريتولي سروال لالا كانت لا موضة وراي رايحة تولي فيها حفاظ يدوخوا فيك البنات وتعود تبيع غالي تمشي وتدير في الهند كيما تتكلا شوفوا صروالي تعود هو بدات وخلاص راهي كبرات روحو بالك تولي قيسو بالكامل بيه صرمي عليك اللويس انت قدرك عالي واللوبيا ديالي انايا ماشي انت جريتولي سروال لالا كان داير حالة روح سقسي ناس بكري سروال اللوبيا ديالي انايا ماشي انت جريتولي سروال لالا كانت لا موضة وراهي رايحة تولي Voilà. Voilà. Alors, voilà ce qui va nous permettre de démarrer dans la joie et la bonne humeur. Donc, merci pour ce choix. Hamidou, Sroual Loubia, bon, déjà, c'est culte, c'est une génération. Ouais. La chanson, je parle de la chanson de Hamidou. Et puis, il y a des chansons comme ça qui vous mettent tout de suite le sourire aux lèvres. Ah oui, c'est vrai. Et dès qu'on les entend, on est de bonne humeur. Et quand tu m'as demandé de choisir, je pense que je voulais commencer par une petite note de bonne humeur, de rentrer un petit peu dans cette émission de bonne humeur. Et puis, ce que je regarde aujourd'hui, plus en détail, c'est cette notion de moderne, traditionnelle, et comment on peut être moderne en gardant son identité. En restant authentique. Et c'est une chanson sympathique, mais je pense qu'il y a un fond beaucoup plus profond dans cette chanson qui est de l'ordre de... On peut garder notre culture, nos acquis culturels, et en s'inscrivant dans une modernité contemporaine un petit peu. Donc, moi, je suis sûr que ça plaira à Hamidou d'entendre ça. Il l'a fait. Il est déjà venu chez nous et je suis sûr que ça lui plaira. Alors, c'est une chanson sympathique, mais qui nous replonge un peu dans notre jeunesse, pour moi, dans ton enfance, pour toi donc. Et moi, j'aime bien filer un peu dans l'enfance de mes invités. L'enfance de Yasmine Chouir a été comment? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Tu en as porté un. Alors, en fait, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est revenu. Il a raison.
C'est vrai que c'était revenu à la mode. C'est revenu à la mode à un moment donné. Aujourd'hui, c'est le Changai et tout qui revient à la mode. Ouais. Mais je trouve ça super, super intéressant. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué dans mon enfance? Beaucoup, beaucoup de choses. C'est très compliqué de dire ce qui m'a marqué. Eh ben, il y a le quartier, il y a les voisins, il y a l'école. Il y a... Moi, j'ai grandi un petit peu... dans l'univers du cinéma. Donc ça aussi, ça m'a marqué. Quand je viens... En fait, quand je suis revenue ici à la télévision, les premiers temps, c'est des odeurs qui m'ont replongé. De temps en temps, quand je me balade dans les studios de la télévision, il y a des odeurs qui me replongent dans l'enfance. C'est un peu l'odeur du bois, l'odeur du décor et tout. Tout ça mélangé, ça me replonge un petit peu dans Oui, mais avant cet environnement de cinéma où tu as baigné depuis ton jeune âge, dans ton quartier, tu jouais à quoi? Tu étais apprécié, tu étais... Si j'étais appréciée, il faut demander aux gens, je sais pas. Je sais pas. J'ai joué à quoi? d'amis. Ah, on est dans une émission de confession intime. Attends, je vais m'allonger. C'est pas un divan, ça en a l'air, mais bon. J'ai joué à quoi? À beaucoup de choses. Le Shaigat, la marelle, bien sûr. La délé. Quoi? Les pousses. Ah ouais. Oh là là. Même les pousses, pourtant, c'était un truc pour les garçons, surtout. Et alors, ça voulait rien dire. Pour les Tu les garçons, c'était titillais. des jeux. Et tu gagnais au moins. Un peu, les poursuites, j'étais pas très forte. Mais en fait, on avait la marelle et on avait la marelle sans la craie. C'était dangereux, hein, on était vraiment avec des fois quelque chose de pointu, peu importe ce que c'était, mais le shaigat, tu vois. Ah, le shaigat, d'accord. Et en fait, c'était surtout des jeux d'hiver, parce que l'hiver, la terre est facilement pénétrable. Donc voilà, c'était ça les jeux. Enfin, il y en avait plein. Mais en tout cas, être Il y avait enfant... des jeux plus intellectuels. Comme? Non, mais en fait, on écrivait des pièces de théâtre avec les voisins. Ah, déjà? Oui, on écrivait des petites pièces de théâtre et on les jouait, on faisait des représentations le soir, l'après-midi, après le gaïla, et on invitait un peu les enfants du quartier pour regarder. Ah, c'est bien ça. C'était amusant. C'est bien ça. Alors, être enfant de père et de mère cinéaste, c'est un métier où l'on se déplace beaucoup, l'on voyage beaucoup. Est-ce que tu voyageais avec eux et ça t'a fait quoi, si c'est le cas, de voyager beaucoup, de se déplacer beaucoup? Ça t'a enrichi ou ça t'a déstabilisé ou... Non, en fait, on voyageait pas beaucoup avec eux, par exemple à l'international et tout, mais on avait de temps en temps, quand ils étaient sur un tournage... Sur les tournages, oui, on se déplaçait avec eux. Mais bon, ça ne touchait pas à la période des études et tout, des périodes de classe, donc ça allait. On avait juste tendance, c'est vrai que nos parents partaient très souvent et donc ils étaient souvent absents. Mais sincèrement, j'ai pas senti cette absence parce que quand ils rentraient, on avait autant d'amour qu'il fallait pour combler ce manque-là pendant une petite période. Et je pense qu'on était conscients. On nous a expliqué rapidement que c'était un métier. On les voyait préparer le tournage à la maison. Il y avait les autres techniciens, les directeurs de la photo, les ingé-sons qui venaient à la maison, les comédiens, les directeurs de production et tout. Mais tous les métiers étaient... on avait accès à tous les métiers et on les voyait préparer le film. Donc franchement, on savait dans quoi s'embarquer, dans l'aventure dans laquelle s'embarquaient nos parents. On avait quand même conscience un petit peu de la réalité dans laquelle c'était leur travail. C'est comme tous les enfants qui ont un papa qui travaille peut-être dans le sud du pays, qui part pendant un mois et revient, donc il nous manque. Mais quand on est responsabilisé assez tôt, on comprend. C'est-à-dire ils ont pu trouver quand même un certain équilibre pour l'épanouissement de leurs enfants. J'espère. Chapeau. Là, écoute, tu es épanoui, donc ils ont bien su faire. Tout à l'heure, je fais semblant. Alors, à l'école, ça se passait comment? Plutôt bon élève? Non. Non. C'est vrai? Non, oui, j'avoue. Non, pas très bon élève. J'étais apparemment un peu hyperactive, donc j'avais du mal à me concentrer. Et puis j'étais une élève moyenne. J'étais pas la meilleure, j'étais pas la pire. J'ai réussi quand même à passer d'année en année, mais j'étais une élève moyenne au niveau scolaire. J'avais beaucoup de choses, je vivais beaucoup de choses, j'aimais bien l'école en général, mais pas, non, je ne suis pas première de la classe, pas du tout. Est-ce que parce que quelque part dans ton subconscient,
tu savais que tu allais opter pour une carrière dans le cinéma. Donc ça veut dire les cinéastes, Bon, ils sont rêveurs, donc du coup, tu t'es détaché des cours. Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est un caractère ou c'est une capacité intellectuelle à assimiler les cours ou pas. Il y a des gens qui arrivent à assimiler plus facilement que d'autres. Oui. Non, c'est pas ça. J'étais pas en train de me dire non, de toutes les manières, je vais faire du cinéma. Donc D'accord. Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Et en plus, mes parents, ils sont très rigoureux par rapport aux études. Oui. Moi, j'ai pas eu le droit officiellement de faire de pratiquer le métier. Qu'après avoir obtenu le bac et puis la licence. Donc, j'avais vraiment... J'étais... Là, tu me tends la perche en parlant de licence. C'était en psychologie, c'est ça? Oui. Pourquoi la psychologie? C'était un choix ou... Oui. D'accord. Oui. C'était un choix. Enfin, c'est pas le premier choix. Mais à l'époque, quand j'ai eu mon bac, en fait, j'avais envie de faire une école de cinéma. À ce moment-là, j'avais dit à mes parents, c'est bon, vous voyez, vous m'avez obligé à aller jusqu'au bac. J'ai le bac, je fais cinéma. Mais il n'y avait pas d'école de cinéma. D'accord. Donc, il fallait faire autre chose. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, peut-être aller à l'étranger et tout. Mais même pour aller à l'étranger, il fallait un bac plus 2. Donc, au départ, j'étais partie en me disant, bon, qu'est-ce que je peux étudier pendant 2 ans, à la fac? Et à l'époque, ce qui me paraissait le plus logique, c'était la psychologie, parce que j'écrivais depuis des années quand même. D'accord. Et je me suis dit, c'est ce qui me rapproche le plus d'une capacité à écrire des personnages beaucoup plus complexes, moins manichéens et tout, comprendre l'humain un peu plus, et du coup pouvoir écrire dessus. Donc, et après, quand j'ai fait mes 2 ans, finalement, j'ai décidé de continuer parce que j'aimais bien ça. Justement, tu aimais bien ça, tu as fini tes études. Est-ce que plus tard, tes études en psychologie t'ont vraiment aidé aussi bien dans ton métier de journaliste, puisque c'est important aussi, et en tant que cinéaste? Bien sûr, parce que quand on fait psychologie ou quand on est intéressé par la psychologie, déjà, pour moi, la qualité première qu'on acquiert de cette formation, c'est d'accepter l'être humain tel qu'il est, avec toutes ses facettes. Oui. Parce qu'il n'y a pas de qualités, ses défauts. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas le bon et le mauvais. Ça n'existe pas. Ça existait dans les films il y a quelques années où il fallait tuer le mauvais à la fin parce que il y avait le mal et le bien. Mais dans la vraie vie, dans l'être humain, il n'y a pas le mal et le bien. Il y a le mal et le bien. Et le blanc. Voilà. Il y a du gris, ils sont liés. Ils sont réellement intimement liés dans le propre être humain. Il n'y a pas un être humain bon et un être humain mauvais. Et du coup, quand on comprend déjà ça, qu'on accepte l'être humain avec toute sa complexité, je pense que c'est ça qui aide à écrire des personnages et à être beaucoup plus empathique avec des personnages qui sont... que le spectateur, au final, va s'identifier même dans un personnage qui apparaît comme étant un personnage mauvais. Il peut évoluer et le spectateur peut aussi s'identifier à lui parce qu'il y a des caractéristiques qui sont similaires à tous les êtres humains. Et en tant que réalisatrice, on est censé diriger une équipe, qu'on travaille tous ensemble pour un but. Et diriger, ça ne veut pas dire être un autoritaire et tout, non. Mais trouver comment parler à toute ton équipe pour qu'elle puisse travailler dans le même sens que toi. Et chacun dans le langage qu'il comprend. Donc c'est ça, je pense que la psychologie, très bien. À mon sens, elle devrait servir à ça. Je ne sais pas si ça marche pour moi, mais du moins c'était comme ça que j'avais réfléchi cette formation. Super. Alors, on va à présent parler de Yasmine Chouikh, la journaliste. On mettra entre parenthèses la cinéaste pour un instant. Et on reviendra juste après. Mais la journaliste, moi je voudrais, avant de parler de Yasmine Chouikh, la journaliste, je propose à nos téléspectateurs de voir un extrait d'une émission qu'elle a animée. Elle nous en parlera plus tard. Mais vous allez voir que le cinéma n'est jamais loin. On regarde. Travelling. Travelling. Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission Travelling, émission qui vous fera voyager à travers le 7e art tout au long de cette nouvelle saison. Notre premier numéro est un débat qui occupe l'esprit des cinéastes et des cinéphiles, du moins ces dernières années, qui est celui de la numérisation du secteur audiovisuel. Peut-être moins spectaculaire que le passage du muet au parlant ou du noir et blanc à la couleur pour le grand public. Néanmoins, la numérisation du secteur du 7e art n'en demeure pas moins
spectaculaire au niveau technique, au niveau artistique et au niveau bien évidemment économique. Mais tout de suite, quand on parle de numérique, quand on parle d'argentique, de quoi on parle exactement? Khaireddine Khaldoun nous éclaircit les idées. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Mais non Claude, pour faire le cinéma, il nous faut des caméras et pour faire des films, il nous faut des supports. Après l'invention de la photographie, qui est une image fixe, l'homme a voulu mettre en mouvement des images. En 1890, lui et Auguste Lumière, deux scientifiques lyonnais, inventent une machine qui permet de faire défiler des images, le cinématographe. Les frères Lumière tournent leur premier film en 1895 et qui s'intitule « La sortie des usines Lumière ». Ils filment ensuite différentes situations de leur vie quotidienne. Georges Méliès récupère l'invention des frères Lumière et fait entrer des acteurs dans le champ de la caméra. Le cinéma traverse l'Atlantique et arrive aux États-Unis. Hollywood devient la capitale du cinéma. À cette époque, le cinéma était en noir et blanc et en muet. Peu à peu, le cinéma évolue avec l'apparition du son en 1927 et de la couleur en 1932. Mais tout de suite, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour. Ça s'appelle le ciné-zap. Et c'est un zapping de ce qui s'est passé d'essentiel au niveau cinématographique algérien. Voilà. C'est l'histoire de Karima, une grande photographe algérienne qui vit à Paris et qui a coupé toute forme de relation avec sa famille. Et elle est à un moment donné obligée de retourner. Et le drame, elle découvre que son frère est en prison au fin fond du Sahara. Et on la charge d'essayer de faire son possible pour le faire sortir de prison. Je veux vous voir jouer avec votre fils. Je suis en contact avec un attaquant roumain. Et alors? Bah, il lui manque une jambe. Tu veux que je te raconte le film vite fait? C'est José Garcia, on le voit quand je lui montre? Oui, c'est José Garcia, ancienne gloire du football, qui décide d'aider une petite équipe bretonne qui vient de passer un petit tour de Coupe de France et qui décide d'aider cette petite équipe parce qu'en aidant cette petite équipe, on va sauver la conserverie de cette petite île bretonne, de cette petite équipe bretonne. Mais comme il n'y a pas d'argent, il va chercher 1, 2, 3, 4, 5 anciennes gloires du foot qui ont aujourd'hui 40 ans, qui sont un peu gros et qui ont arrêté le foot. Mais pour ce petit tour de cours de ce petit niveau de Coupe de France, ça pourra faire l'affaire. Jazira, dernier court-métrage de Emin Sidi Boumediene qui remporte la Perle Noire du meilleur film arabe au Festival d'Abu Dhabi. Ce même film décroche le prix de la meilleure production arabe qui revient au producteur Telefilm. Très bien. Alors, ce qui est bien avec toi, c'est que tu ne rates pas une occasion pour faire la promotion du cinéma. Et c'est ce qui est bien. On ne va pas parler de travelling tout de suite. Je veux d'abord connaître tes débuts à la télé. C'était quand et comment? Alors, c'était en tant que journaliste, bien sûr. En tant que journaliste, c'était en 2005. Ah. Donc, je ne sais pas, que ça fait longtemps. Pas aussi longtemps que ça. J'avais rejoint le Bonjour d'Algérie. J'ai commencé par une rubrique cinéma. À l'époque, le rédacteur en chef, c'était Adel Sadoun. Et il m'avait... Salut. Oui, salut. et en fait, il m'avait demandé de préparer une émission, enfin une rubrique sur le cinéma dans le Bonjour d'Algérie. Et j'ai commencé comme ça. Et mon premier sujet, c'était
C'était l'image de la femme, la représentation de l'image féminine dans le cinéma mondial et algérien en particulier. Tu te souviens de ton premier sujet? Ah oui, le premier, oui, le premier. Chapeau. Oui. Je suis incapable de m'en souvenir. Et du coup, c'était chaque semaine, on parlait de cinéma. Et du coup, oui, beaucoup. C'est important de parler du cinéma à la télévision. Parce que, de temps en temps, on croit que la télévision, c'est l'ennemi du cinéma, mais c'est pas le cas du tout. Du tout. C'est un support qui permet... Ce sont deux modes d'expression différents, ce sont deux canaux différents et qui peuvent servir les uns aux autres. Tout à fait. Le cinéma peut servir de contenu pour la télévision et la télévision peut servir de tremplin ou de projecteur sur le cinéma. Et aujourd'hui en Algérie, même à l'époque en 2005 jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de personnes partir voir des films. Donc moi, ce que je me suis dit à l'époque, quand j'ai commencé à faire cette rubrique cinéma et puis après travelling et tout, c'était de me dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de la télé pour le cinéma? Et c'était, la promotion. Aujourd'hui, je revois Amin Sidi Boumediene qui avait reçu pour Al Jazeera sa perle d'or à Abu Dhabi. Aujourd'hui, il est en tournage pour son premier long métrage et tout. Et c'était ça, c'était de se dire que chaque fois, essayer d'intéresser le téléspectateur pour qu'un jour, ce téléspectateur devienne spectateur de cinéma, qui se déplace quand il y a un film à proximité, qu'il aille le voir. Donc c'est créer cette envie voilà, chez le téléspectateur de télévision. Mais en tant que journaliste, tu n'as pas bossé que sur le cinéma, tu sortais de temps en temps en couverture ou pour... Alors, quand tu sors pour un sujet autre que le cinéma, est-ce que le regard du cinéaste ne l'emporte pas sur le regard du journaliste? Parce qu'attention, nous les journalistes, c'est un regard froid, distant, objectif, alors que vous, c'est beaucoup de sensibilité. Est-ce que... Il n'y a pas un mélange des genres? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il faut demander à mon rédacteur en chef. Toi, déjà, comment tu le ressens? Oui, bon, techniquement, les techniques sont quasiment les mêmes. Le langage est quasiment le même, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Après, le cinéma, tu as cette roman... on romance un petit peu les choses. On est plus dans une relation romantique. Mais par exemple, quand je sortais faire des reportages, quand c'est des reportages culturels ou c'est des reportages humains et tout, ça, au contraire, puiser dans l'émotionnel et tout. Mais même quand de temps en temps, parce qu'aujourd'hui, je fais quelques sujets qui ne sont pas forcément culturels et tout, même dans ça, ce que je disais tout à l'heure, l'humain est partout le même et il ressent toujours la même chose. Quand on lui parle, et qu'on lui parle d'une manière romantique, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut, ou d'une manière très humaine, on utilise certains codes qui le touchent plus, bien sûr. Mais après, je ne sais pas si... Oui, il y a une différence entre... Oui, en fait, la différence, c'est entre la consommation de l'information. À la télévision, on consomme beaucoup d'informations, que ce soit notre télévision ou quand on regarde toutes les chaînes, nous en tant que spectateurs et tout. Quand on regarde la télévision, on a tendance à faire de la consommation rapide et on oublie quasiment ce qu'on a regardé une heure avant. D'où les chaînes d'information qui nous rappellent toutes les 2 minutes. On continue l'information. Donc on oublie, alors que l'impact émotionnel dans le cinéma, elle est plus profonde. Donc du coup, on se rappelle plus longtemps le film cinématographique. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, c'est bon. Mais je ne sais pas si... je sais pas. Je pense qu'il y a une complémentarité quand même. Oui, je pense que c'est ça. Alors, après Le Bonjour d'Algérie, la rédaction... Tu décides quand même de te lancer dans des émissions pour faire justement cette promotion du cinéma, comme tu le dis. Ta première émission? Alors, quand j'ai quitté Le Bonjour d'Algérie, je suis partie dans une émission culturelle, Agenda culturel. Et c'était vraiment une équipe superbe, on s'est amusé beaucoup et tout. Et peut-être que j'avais besoin aussi de revenir au cinéma parce que même dans l'agenda culturel, franchement, on s'éclatait vraiment. On parlait de culture et tout. Mais je sentais que je ne parlais pas aussi bien. L'espace ne te suffisait pas. Des autres arts que je parlais du cinéma. En fait, j'ai l'impression que je maîtrise plus mon discours quand il s'agit de cinéma que quand il s'agit d'autres arts. Et en fait, il faut respecter les autres arts autant que j'aime respecter le cinéma. Donc je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont plus qualifiées que moi pour parler de théâtre, pour parler de peinture et tout. On en a, à Canal Algérie, on a plein de journalistes spécialisés. Et du coup, c'est mon amour premier, c'est le cinéma. Donc il te fallait un espace à toi, un espace cinéma. Et on avait proposé cette émission, Travelling, qui est une émission de grand format. Parce que tu n'étais pas seul.
Non, j'avais toute une équipe. Il y avait Khaldoun aussi. Il y avait Khaldoun et il y avait Hamza. Oui, Hamza oui, Ahfar, oui, oui. Et vraiment, on s'est beaucoup amusé. Mohamed Haddadi aussi, super réalisateur, c'est un autre collègue aussi. Donc, on s'est vraiment amusé pendant cette année. On voyageait beaucoup grâce à cette émission. On a fait une à Mostaganem, à Oran. On a voyagé, on sortait. En fait, c'est une émission qui sortait et on tournait en temps réel et on parlait de cinéma. C'était très plaisant. C'était vraiment plaisant. Et après, une émission sur le court-métrage, de diffusion de court-métrage. Ça aussi, c'est important parce que parler de cinéma, c'est une chose, mais montrer du cinéma aux spectateurs aussi, aux téléspectateurs, c'est aussi important, et aussi le court-métrage, parce qu'on a tendance à penser que le court-métrage, c'est un petit format d'amateur, c'est une espèce de tremplin pour le long. Non, c'est du cinéma à part entière. Et donc, lui consacrer une émission, ça s'appelait Fenêtre sur cour, avec T, en référence au film de Hitchcock, Fenêtre sur cour. Donc... Et celle-là, tu l'as faite toute seule ou oui, toujours avec ton oui, Ah, oui. toute seule. J'étais toute seule à l'époque. C'était difficile par contre parce que il fallait trouver de la matière, beaucoup de courts-métrages. C'était une émission internationale. Donc les courts-métrages venaient un petit peu partout du monde. J'ai essayé de puiser dans tous les gens que je connaissais qui avaient des courts-métrages. Pour l'alimenter. Pour l'alimenter. Mais ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie. Voilà, beaucoup d'énergie pour trouver et de temps. Très bien. Alors, moi, ce qui m'étonne surtout en toi, c'est que ta carrière de cinéaste commence vraiment à décoller, mais tu n'as jamais quitté la rédaction de Canal Algérie. C'est important pour toi de rester journaliste aussi ou... Je pense que oui, bien sûr. J'ai une attache aussi émotionnelle. C'est aussi, ça fait... Quand je te dis, en 2005, j'ai rejoint la télévision, c'était mon premier travail après la licence. Donc, c'est là où j'ai grandi. J'ai grandi ici. Pendant ma carrière, ma petite carrière de 2005 jusqu'à aujourd'hui de télévision, en parallèle, je faisais beaucoup de choses. Mais la télévision a toujours été un endroit, c'est aussi ma deuxième maison. Je considère vraiment comme ma deuxième maison. Et sincèrement, je sais qu'il y a dans le milieu cinématographique une espèce de regard négatif envers de la télévision, que la télévision n'est pas aussi importante que le cinéma ou n'est pas aussi bonne que le cinéma. Moi, je pense pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, mais il y a beaucoup d'énergie. Quand on est à l'intérieur, on voit l'énergie. Quand les autres journalistes aussi, on est alimenté par les énergies des autres. Quand tu es dans une rédaction et que tu sens que tes collègues, ils sont tous là, ils ont envie de faire bien et tout, ben, c'est une énergie qui est positive, c'est une énergie qui nous pousse à nous dire on est dans un bon endroit. Il faut qu'on travaille, on n'est pas tous là allongés à dire non, ou c'est mauvais ou c'est bon, on est arrivé. Il faut qu'on travaille, et on a besoin de beaucoup plus pour donner le mieux aux téléspectateurs. Mais sincèrement, de l'intérieur, je sens une volonté qui me pousse à chaque fois à me sentir bien et à rester. Donc, tu continueras à le faire tant que c'est possible, hein, parce que des fois, c'est pas conciliable. Hein, c'est un monde qui est très prenant aussi. Oui, les deux, en fait, les deux. Le journalisme aussi. Exactement. Les deux sont prenants et oui, ça m'arrive de faire des journées de 48 heures ou de 72 heures parce que essayer de concilier les deux, aller dans un festival, revenir, aller couvrir un reportage et venir dans ton émission ce matin. Je suis arrivée en retard, désolée encore. Donc, tout ça, c'est très prenant, mais en même temps, je pense que si on arrête d'être en mouvement, on meurt. Donc il faut continuer. Ça ne te ressemble pas, ça ne te ressemble pas. Alors on va à présent essayer de découvrir la cinéaste que tu es. Mais avant cela, hein, je vais te permettre de souffler un peu. Et parce que je t'épuise. Non, je parlais de toi. Non, c'est un plaisir que d'être avec toi, t'inquiète. Te permettre de souffler, non, t'inquiète. Tu parles plus que moi je ne suis pas là pour parler, hein. Je te tends juste le micro. Super. Non, mais tu dis des choses très intéressantes, je te rassure. Alors, on va proposer une séquence d'une série que tu as réalisée et qui avait pour titre Studio 27. On regarde.
يخاطرك يا راجل. لا صباح كم ليه هاي بعدك حبيبي ما صافا بيان وين جينا يا بن مد عليك والو ما كان والو. هذا كون نقول في خطرات هكا في راسي باللي هو شايف لي فيلم اللي مازال ما خرجوش. بصح انت اليوم شفتك في التلفزيون. صار مليح عجبتك؟ شفتك ولعبت غايه وفور وكلاس. ماشي من صاحبي ولا نقول لك هكا والله راني نحكي معاك تاع بصح. نورمالمون انت يعطوك بريميرو. لا بريميرو لا خليها برك حشمتني عباه. قرصات وصاحبي انت اللي بوستني باش ندير الفيلم. زعما انت من القدام غيتولي حاجه كبيره. غيتولي مخرج كبير. سيرتو خايني نقول حاجه. واحد اللقطه من يدخل عندك ويقول لك يا سلطان السلاطين يا الكامل في الزين وانت من بعد ما عادش تقول لها فت مناقلي وجيت. لا ما تطفي بالبيت. هلا ولا قمت قلت له هلا هذه خطبطب عاقلي لدينا علم. تصلا موش نشتا شد هو من يخرج السيف هذاك الحس تاع من بعد وعرف عليا لا سيدي ما درتش روحي لك اللي نعطي مفاتيح لبا نروح هاي الشكوره عادي هبط شنو هي بعطيني فيلم Alors, toujours, avant de parler de la séquence diffusée, moi je veux revenir un peu plus en arrière, puisque ta carrière dans le cinéma a commencé très très tôt. C'est normal, hein, quand on est de parents cinéastes tous les deux. Ton père t'a donné un rôle dans un film dont on a parlé beaucoup en recevant ici Khaled Barkat, puisqu'il était le personnage principal du film La Citadelle. Donc, j'avais, je pense, 5 ans. Ouais. Donc, je n'étais pas très consciente de ce qui se passait autour de moi. Je ne pense pas que j'étais consciente de ce qui allait arriver après et tout, mais j'étais juste en train, comme tu l'as dit tout à l'heure, que je voyageais avec mes parents, ils étaient sur un plateau de tournage et j'étais avec eux. Ouais. Je voyais... En fait, quand j'étais petite, c'était tellement normal. C'était pas quelque chose d'exceptionnel d'imaginer un plateau de tournage et tout. C'était au quotidien, c'était comme ça. C'était leur travail et je vivais avec eux pendant qu'ils travaillaient. C'était pas... Donc oui, j'ai participé dans ce film, mais je pense d'une manière très ludique ou surtout. Vraiment, j'étais pas comédienne. Ouais. J'étais juste là. J'étais là. On me donnait des scènes à jouer. Et le virus a pris ou pas? Oui, je pense que oui. Bien sûr, mais après, bien sûr, quand on est adolescent, on se pose plein de questions, on a envie de faire beaucoup de choses, d'autres choses. Moi, dans ma tête, ça part tous les jours, c'était un métier différent que je voulais faire plus tard. Et finalement, petit à petit, je me suis rendu compte que peut-être c'est ce métier-là qui me permettait de faire tous les métiers. Ouais. Parce que ce métier, quand on écrit l'histoire d'un pilote, bah on est pilote. On est pilote. Quand on écrit l'histoire d'un imam, on est imam. Quand on écrit l'histoire d'une danseuse, on est danseuse. Quand on écrit l'histoire d'un auteur de best-seller, on est auteur de best-seller. C'est ça qui est beau. C'est que c'est un métier qui te permet d'être tous les métiers. Surtout la phase de l'écriture. Donc, mais avant l'écriture, en tant que comédienne déjà, tu as eu d'autres rôles? Non, moi, franchement, oui, mais je ne suis pas comédienne. Donc souvent on me dit comédienne, franchement je ne suis pas comédienne, c'est un métier tellement difficile, tellement émotionnellement... Moi je voulais savoir, la cinéaste d'aujourd'hui, comment elle se voyait comédienne à l'époque? Non, moi je suis très mauvaise comédienne. Comment? Moi je suis très mauvaise comédienne. D'accord. Donc j'espère être assez bonne en tant que réalisatrice pour valoriser ma qualité de comédienne. Tu te rattrapes en tant que réalisatrice. Non, mais je veux dire, je me regarde et j'espère que j'ai un regard assez correct, objectif sur les autres, et je me regarde aussi. Parce que souvent, personne ne s'aime quand il se regarde. Oui, bien sûr qu'on ne s'aime pas, mais c'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'objectivité. Si tu es bonne comédienne, tu es bonne comédienne. Mais moi, je suis très mauvaise comédienne. Je pense qu'il y a quelque chose... Tu sais, je vais te dire quelque chose. Pour moi, le comédien, il a quelque chose de magique.
que j'arrive pas à comprendre. Parce qu'un comédien, toi tu écris, moi j'écris un personnage, voilà, il ressent ça et tout, je me mets dans un état, je le malmène dans un état psychologique horrible et tout, et je prends quelqu'un, un humain, et je lui dis, voilà, tu dois vivre tout ça. Tu dois vivre toutes ces émotions-là, tu dois ressortir en face d'une caméra et même si le personnage est seul dans la chambre, il faut imaginer que derrière, il y a 40 personnes qui sont en train de le regarder. Et ce personnage-là, ce comédien-là, doit ressentir les émotions et doit les exprimer. Et cette qualité-là d'exprimer les émotions devant autant de personnes et autant d'émotions qui ne sont pas les nôtres, donc on lit. C'est pas évident. C'est quelque chose d'exceptionnel. Franchement, moi j'admire les comédiens pour ça. Là, on te voyait à l'antenne avec Khaled Barkat dans le film La Citadelle. Mais justement, est-ce que c'était pas aussi un avantage d'avoir été comédienne? Parce que lorsque tu es derrière la caméra, ça te permet de comprendre mieux ce que vit le comédien. Ça, je l'ai fait plus tard. Ça, quand j'étais petite, j'étais pas consciente. Pour moi, ça faisait partie du métier et tout. Mais ça, je l'ai fait beaucoup plus tard quand c'était pour Douarnsa, aussi avec Khaled Barkat, entre autres. Et dans Douarnsa, c'est un film de mon père. Et j'étais censée être son assistante, donc j'étais son assistante. Et il m'avait donné un rôle. En fait, j'avais hésité un petit peu et puis j'ai accepté premièrement parce que je fais confiance à mon père, donc j'étais à l'aise. Et deuxièmement parce que je me suis dit 6 mois, c'était en 2004 il me semble, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est en 2004. À ce moment-là, je me suis dit 6 mois, j'ai envie d'être réalisatrice plus tard, il faut que je sache ce que ressent un comédien quand il est face à la caméra, quand on dit couper, quand on lui demande de jouer quelque chose et tout, quel est son état psychologique, surtout avant, pendant et après la scène. Et là, on revient à la psychologie, encore une fois. Oui. Et donc ça, c'était important pour moi de comprendre le comédien pour pouvoir le diriger, pour pouvoir lui parler après. Quand je dis, en tant que réalisatrice, quand je dis couper, si je ne sais pas ce que ressent le comédien, je vais partir. Je vais dire couper, je vais faire autre chose. Alors que ce comédien, à ce moment-là, il a besoin de savoir comment il était. Est-ce qu'il a bien rendu? Des fois, il te dit, c'est le comédien qui te dit, écoute, je la sens pas. Toi, tu lui dis, non, pour moi, c'était bon. Mais lui, il te dit, non, pour lui, ce n'était pas bon. À ce moment-là, il faut respecter aussi, il ne faut pas le frustrer. Il faut lui dire, OK, on refait on refait beaucoup de séquences pour les comédiens, pour qu'ils soient beaucoup plus à l'aise, par exemple. Et ça, on l'apprend. Aussi quand on se met dans la peau de l'autre, voilà. Très bien. Très bien. Alors, tu m'avais dit, j'ai pas envie de me montrer narcissique dans ton émission, on va pas montrer que des séquences de Yasmine Chouir. Et pour cela, tu as choisi des séquences qui nous ont fait marrer et qui continuent de nous faire marrer 30 ans presque après, 29 ans pour être juste. C'est des séquences du film Le clandestin de Ben Ammar Bakhti. On regarde. Alors, le rire pour Yasmine Chouir, c'est une thérapie? Je pense que pour tout le monde, c'est une thérapie. Le rire a servi beaucoup. Pendant des années, il a servi comme soupape de décompression à des situations très difficiles, notamment déjà chez nous, donc, dans notre pays. Donc on rit beaucoup de nous, on rit beaucoup de nos malheurs. Et je pense que c'est une façon de ne pas devenir fou. Quand il y a des moments très difficiles à vivre. Heureusement qu'il y a le rire pour... Oui, je pense que ça, sincèrement, c'est quelque chose de thérapeutique réellement. C'est pas juste rire pour rire. Et en plus, là, rire quand c'est intelligent, c'est important aussi. Tout à fait. C'est très important. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Yasmine Chouir, la cinéaste, quel est le genre que tu affectionnes, le genre de cinéma que tu affectionnes et que tu aimes faire? Très... Je pense que je suis trop nouvelle pour pouvoir répondre à ça en disant que j'ai fait un long métrage. Tu te cherches encore? C'est pas que je me cherche encore, bien sûr, on se cherche tout le temps. Mais se chercher ne veut pas dire essayer tout. On peut tout essayer et revenir. Mais mais en même temps, essayer quand même de trouver un langage, de trouver une expression quand même. Pour pouvoir dire des choses. Et moi, si j'essaie de faire un petit peu une rétrospective des sujets qui m'intéressent, parce que j'ai fait que de courts-métrages, j'ai fait la série Studio 27 qu'on a vue, et d'ailleurs avec beaucoup de plaisir, parce que c'est l'histoire finalement comme moi, de jeunes cinéastes qui veulent faire un film, et c'est l'aventure d'un petit groupe de jeunes qui, malgré tous les obstacles, essaient de réaliser leur propre court-métrage. Donc, et puis ce long métrage, et je pense dans ce que j'ai écrit auparavant, s'il y a quelque chose qui se recoupe, c'est l'humain
au sein de la société. C'est cette relation entre le groupe Surtout, ouais. et l'individu. Quelle place a l'individu dans le groupe? Est-ce que l'individu doit suivre le groupe? Est-ce que le groupe, c'est un ensemble d'individus différents? C'est vraiment tout ça. C'est cette notion de sociologie psychologique qui m'intéresse peut-être en revenant un petit peu en essayant d'analyser un petit peu ce que j'écris. Hein, mais... Oui, si je vais me permettre de te bousculer un peu, hein, puisqu'on est collègues et amis, si on devait faire vite tout ce que tu as réalisé jusque-là. Pas le dernier film. Hein. Pas énormément. Hein. Oui, mais bon. 2 courts-métrages, Le Bab El Djinn. Alors, Le Bab El Djinn. Le Bab El Djinn, qui sont pour moi des courts-métrages faits d'une manière professionnelle, dans le sens où c'est pas juste des essais faits à la maison ou avec des amis, c'est vraiment dans un cadre avec professionnel. Le Bab. Le Bab, c'était en 2006, 2006, le tournage, oui. Brièvement, l'histoire. Alors, le Bab, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est chez elle et qui regarde une porte, qui apparemment est une porte un petit peu magique, ou du moins c'est son regard, sa perception à elle. Et donc, à chaque fois qu'elle veut se rapprocher de cette porte, il y a quelque chose dans la maison qui l'en empêche. Elle doit aider quelqu'un, doit faire quelque chose. Et à chaque fois, elle remet après ses envies, ses propres envies à elle, en tant qu'individu, pour satisfaire d'abord le groupe. Et donc je vais résumer ce film comme ça. Et c'était peut-être une quête à l'époque, la quête de liberté, dans ma tête, c'était une quête de liberté de l'individu. Et à l'époque, en 2006, je pense que ça me paraissait peut-être une liberté physique. Ce personnage-là avait besoin d'une liberté physique. Et donc, il remettait à chaque fois et tout. C'était bien sûr dans sa tête, mais en même temps, c'était représenté par la liberté physique. Dans le Djinn, quelques années plus tard, je pense que c'est aussi la même chose. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans un village dans le sud algérien, ou dans le sud tout court. Et qui, dans ce village, il y a une croyance qui dit « Chaque fille qui devient pubère, elle a 3 jours pour être initiée à devenir une femme, ou sinon... un djinn vient la hanter ou la kidnapper. Et du coup, quand le personnage principal du court-métrage Ambar devient pubère, tout le village s'inquiète et ils ont envie de lui apprendre comment devenir une femme. Et bien évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas faire ça et ça et ça. Mais à ce moment-là, c'est cette période-là que Ambar se met à avoir une espèce d'alter ego, un autre personnage féminin qui est un personnage beaucoup plus libre et tout. On arrive quand même à lui tuer ce personnage-là physiquement, mais à la fin, on parle de liberté plus mentale et de se dire qu'à ce moment-là, elle sait ce que c'est que la liberté. Même si physiquement elle est retenue, j'avais besoin de parler d'une liberté de l'individu beaucoup plus mentale. Super. Alors, en 2 mots, comment ils ont été accueillis? C'est prometteur? Ça dépend du film, ça dépend de l'endroit, mais franchement, ça va. Très bien. En tout cas, ça ne t'a pas empêché d'aller de l'avant, puisque tu nous sors un film récemment qui ne cesse de faire parler de lui, à savoir Il est Akhir Zaman. On va voir la bande-annonce et on en parlera juste après. الو واه يا مسكينه الله يرحمها. هذه شركه غادي تحل هنا ان شاء الله بربي. هنا في شي ريبورت ان شاء الله. ها هو دا محمد كيما راكم تشوفوا. ها وين يجي ما يزغد لا على الشمال لا على اليمين. هذا كارانتي كاع. والميت نيشان الحفره. رانيش حابه نموت وحدي والقطوط ياكلوا لي عينيا. عرس في سيدي بولقبور. جوز تفضل تفضل. عيب عليك تقارن ما بين النساء والحريات. مريضه بزاف الشيخ. في البقعه كاع ماليها عايشين بالموت. ما كاش واحد فيهم يبغي يقول صح. أنا باين أعيش معاك ولو تبقى ليلة من عمري. ايش بيه؟ خليك منها. انتوما الزوج ما تحشموش؟ فكرتوا كامل خالي دارتوا فيكم العالية. روحي مسكينية. Voilà, alors brièvement, l'histoire,
de Ila Akhir Zaman, jusqu'à la fin des temps. Alors moi je parle très très mal de ce film, mais brièvement, c'est une histoire d'amour entre deux septuagénaires ou sexagénaires qui se passe dans un cimetière. C'est la rencontre d'une femme qui vient se recueillir sur la tombe de sa sœur pour la première fois. Et l'histoire d'un fossoyeur. Et donc cette femme va curieusement lui demander de préparer ses propres funérailles. Elle estime qu'elle a atteint un âge où elle n'a plus rien à attendre de la vie, donc elle veut organiser ses funérailles. Au départ, il refuse. Mais il y a quelque chose de l'ordre, peut-être du coup de foudre ou de la curiosité qui naît en lui, donc il va l'aider. Et c'est en préparant ces funérailles qu'on va découvrir une histoire d'une rencontre entre deux personnes, une histoire d'une résurrection. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Non, c'est très bien résumé, mais je veux juste rassurer les téléspectateurs, c'est pas un film aussi sordide que ça. Pas du tout, Voilà, c'est une comédie. C'est ce que je voudrais. C'est une comédie noire, un petit peu, c'est sarcastique sur notre société, un petit peu nos traditions. C'est un film algérien. Je pense que c'est vrai qu'on a tendance à croire, souvent les spectateurs sont un peu déroutés par le fait que tout le film se passe dans un cimetière. Mais au final, et sincèrement, à chaque fois qu'à la fin du film, les gens sont apaisés par rapport à cette histoire. Ils n'ont pas, enfin, pour la majorité, ne ressortent pas avec l'image sordide d'un cimetière. Le cimetière fait partie de la vie, en fait. Tout à fait, c'est un prolongement. Alors, c'est un film avec lequel tu as participé dans pratiquement 40 festivals et il a été très bien accueilli. C'est quoi le secret, justement, de cette... S'il y a un secret, c'est que moi, il faut que je mette la main dessus pour pouvoir faire d'autres films. Franchement, on s'attend à rien. Enfin, on s'attend à rien. Bien sûr qu'on attend de rencontrer son public quand on fait un film, mais franchement, on s'attend pas du tout que le film puisse avoir une espèce d'osmose comme ça avec le plus grand nombre de personnes, parce que dans la salle, bien évidemment, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer, il y a des gens qui vont aimer plus que d'autres et tout. Mais en règle générale, ce film-là, on est en train de vivre une aventure exceptionnelle avec, parce que à chaque fois, on arrive à, je sais pas, créer quelque chose dans la salle de cinéma. J'essaye de voyager avec le film le maximum, que ce soit ici, par exemple, en Algérie, dans des villes où on a montré le film et tout, ou dans les festivals internationaux, et essayer de ressentir ce que ressent la salle, ou discuter avec le public à la fin du film. Et franchement, sincèrement, c'est magique pour le moment ce qui se passe, parce que, je sais pas, c'est plus humain. Je pense que c'est plus humain, la réaction des gens. Les gens s'attachent plus. Ça les touche humainement, je pense. Alors, et la mort touche tout le monde, je pense que c'est un petit peu ça. Oui, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Alors, pour que la boucle soit bouclée, on revient à ton film. J'avais dit qu'il est nominé pour les Oscars. Alors ça se passe comment? Il y a une longue liste, après une short list, très brièvement. Alors, je vais être bref, mais l'aventure est longue. Oh oui, en fait, justement. ce qui se passe quand on est sélectionné dans cette section, qui est la section film étranger, en langue étrangère, c'est que chaque pays, il y a un comité indépendant qui choisit un film du pays pour la longue liste, la liste longue, qui contient 84 films. Enfin, elle peut contenir le nombre de pays qui envoient. Et après, il y a des projections à Los Angeles et il faut faire une campagne que nous, on n'a pas faite, parce que ça coûte très cher, on n'a pas eu les moyens de le faire. Donc c'est une campagne qui coûte très cher pour nous, en tant que petite boîte de production. On n'a pas les moyens de partir aux États-Unis, faire de la publicité, faire de la promo. En fait, ça se passe à l'américaine, c'est très assumé. Il faut montrer le film à un maximum de personnes qui sont des votants, et ils sont basés à Los Angeles, et ils doivent voir le film à Los Angeles. Il faut les convaincre. Et il faut qu'ils voient le film déjà. Après, le film, s'il les convainc, c'est bien. Mais il faut au moins qu'ils aient accès au film, qu'ils puissent le voir. Et ça on n'a pas pu le faire. Faute de moyens. Donc il y a quand même eu une projection qui est offerte par l'Académie des Oscars. Et ça s'est passé le 27 du mois dernier. Et donc on attend. Après, le comité va choisir 6 plus 3, donc 9 films pour concourir au prix. Et ça, ce sera la shortlist, la liste courte. Pour le moment, il n'est pas shortlisté. Et déjà, c'est une fierté qu'il soit dans la liste longue. C'est ça. Et il aurait fallu qu'on fasse une campagne qu'on n'a pas faite. Donc,
Il a fallu passer par ma télé à moi pour faire campagne, mais bon, tu aurais dû le faire plus tôt. En tout cas, on croise les doigts pour toi. Et franchement, le fait qu'il soit déjà nominé même dans la longue liste, il n'y a pas de souci. Tu as eu une expérience comme directrice d'un festival, c'était le Territe d'Or, c'était en 2007. Il y a eu deux éditions où tu étais directrice artistique. Moi, je veux très brièvement, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, la culture des festivals chez nous, elle a du mal à s'installer, on n'a pas vraiment cette culture. C'est peut-être pour ça, le privé ne s'y met pas. Tu aurais eu des sponsors, peut-être que tu aurais pu faire tes projections aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut? Personne ne s'y met réellement, ni le privé, ni le public. On ne croit pas beaucoup à la culture, malheureusement. On n'y croit pas et on décide que le public ne va pas aimer ou ne... En fait, on décide beaucoup à la place du public. Et le public, je pense que malheureusement, en tant que public, on ne s'exprime pas assez. On ne dit pas assez qu'on veut voir des films, on ne dit pas assez qu'on veut voir des spectacles et tout. Et comment on dit ça? C'est en se déplaçant. Donc créer des événements aujourd'hui comme des festivals, c'est très important parce que ça permet de dire non, le public déjà, il peut s'exprimer. Il peut dire non, moi je veux aller voir des films. Et on le voit dans certains festivals, les gens vont et les gens veulent y aller, même ceux qui ne font pas le pas, mais par exemple dans les réseaux sociaux, ils mettent non, j'ai envie d'aller voir ce film, j'ai envie d'aller voir ce festival-là. On a tendance à dire, ah, ça sert à quoi de faire un festival, ça coûte de l'argent, on n'a pas assez d'argent. Non, la culture, elle est aussi importante que l'éducation, que la santé. C'est quand même une santé et une éducation intellectuelle. Ça crée une génération de gens qui sont pas violents, qui sont ouverts sur le monde, qui acceptent les autres et tout. Le cinéma, ça permet ça, de voir des films venus de tout le monde, comprendre que on n'est pas les seuls à souffrir de certains fléaux, que ça ça existe dans d'autres pays, voir du documentaire, comment certaines personnes vivent des situations, juste pour parler des situations compliquées par exemple, comment elles arrivent à s'en sortir, comment... Et ça nous grandit. Et donc le public, c'est lui qui doit s'exprimer aujourd'hui et dire que non, ces festivals-là coûtent de l'argent, mais c'est un argent utile. C'est pas juste... Et après, dans l'organisation de festivals, il faut aussi qu'il y ait des gens compétents, qu'il y ait des gens qui sachent ce que c'est qu'organiser un festival. Parce qu'un festival, c'est pas juste... organiser pour organiser. Non, c'est... Ramener des gens, non, c'est pas ça. Organiser un festival, c'est montrer des films de qualité, c'est faire des débats, faire des rencontres, faire rencontrer le public, les cinéastes, parce que cette intimité qu'on crée, elle va créer l'habitude chez le spectateur qui va revenir une prochaine fois, même s'il n'y a pas le réalisateur ou le comédien. Ça reste toutefois compliqué parce que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire on a envie que le public suive, on a envie qu'il y ait une demande, parce que le privé, par exemple, il a une démarche très commerciale. Pour qu'il t'accompagne, il faudrait lui prouver qu'il y a une forte demande. Alors, quand on va au public, ils vont te dire on n'a pas assez de festivals dignes de ce nom, on n'a pas de salles de cinéma dignes de ce nom. Donc, du coup, c'est quand même... Il y a un manque un petit peu partout, mais il y a beaucoup de volonté. C'est comme ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la télévision. On sent qu'il y a un manque et tout, mais il y a de la volonté à l'intérieur. Et on ne construit qu'avec de la volonté. Même si tu as les structures les plus énormes et qu'il n'y a pas de volonté, tu fais rien. Alors qu'avec de la volonté, nous à Territe, on projetait les films, il n'y avait pas de salle de cinéma, on a construit une khayma nomade, une khayma sahraouia, et on avait un écran de cinéma à l'intérieur, on avait des tapis, des coussins, des matelas, et les gens venaient voir des films. Et la salle parce que c'était notre salle de cinéma, elle était pleine tous les jours, il faisait chaud et les gens restaient pour les débats, et tous les cinéastes restaient, et le public de Territe venait voir des films, et ça a créé des vocations chez certains. C'est ça qui est important. Quelqu'un qui est... Alger n'est pas... Il n'y a pas que Alger. L'Algérie n'est pas Alger. Immense. Il y a des choses à faire partout. Et quand quelqu'un dans son petit village se dit que moi, personne ne vient me voir culturellement. Ok, on lui met le goudron, on goudronne les routes, on met de gaz et tout, on a l'eau et tout, ça c'est primordial, mais ça suffit pas. Il a besoin aussi, pas que de nourrir son ventre, il a besoin de nourrir son esprit, de nourrir ses ambitions. Il y a des artistes partout en Algérie, partout. Et s'ils n'ont pas accès à la culture, comment quelqu'un qui est vieux n'a jamais vu de film dans une salle de cinéma, il ne sait pas ce que c'est qu'une salle de cinéma, il ne sait pas ce que c'est qu'un théâtre, c'est horrible ça. Alors qu'il a cette envie-là de le faire. Alors, là, on me dit, c'est vraiment la fin de l'émission. Alors, tu sais comment ça se passe. En 2 mots,
Un dernier mot. Un dernier mot. En 2 mots, un dernier mot. En 2. Alors, c'est un jeu. Non. Non. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai envie de finir sur une note positive et de dire vivons un peu la culture et pratiquons-la. Et en fait, il faut la demander. Vraiment, aujourd'hui, voilà, c'est la télé, elle sert à ça. Quand on est un public, il faut s'exprimer. Il faut dire, si on veut pas de culture, ok, très bien, je dis pas. Mais si on est un public et qu'on estime qu'on a besoin de cette culture parce qu'elle est importante, il faut l'exprimer. Il faut le faire ça, savoir. Les autorités et le privé et tout ça vont comprendre. Oui, le privé, il cherche l'argent, c'est son droit. Mais il faut je pense qu'il faut s'exprimer. Voilà, exprimons-nous, disons ce qu'on pense. Super. Alors, c'est quand même une note positive de la part d'une personne très positive. Yasmine Chouer, merci d'être venue. On croise les doigts pour toi. Alors, tu nous le diras, hein, si jamais tu es retenu. Ça se saura. Ça se saurait, tu me diras. Alors, merci beaucoup d'être venu. Bon courage dans tout ce que tu fais. J'espère te retrouver bientôt. Oui. Voilà. Là, tout de suite. Pourquoi pas, si tu ou peut-être à Los Angeles, hein, à la cérémonie des Oscars. Pourquoi pas. Alors, merci à toute l'équipe technique du Studio 1. Merci pour leur patience. Merci à vous de nous avoir suivis et de votre fidélité surtout. Je vous donne rendez-vous dans une semaine avec un autre invité. Salam.